Bonjour à tous, quelles sont les clés pour aborder efficacement l'épreuve du cas pratique en droit pénal? Vous le savez, vous aurez nécessairement, lors de l'épreuve de droit pénal, un cas pratique, un ou plusieurs cas pratiques, et certainement pas une dissertation ou un commentaire d'arrêt. Vous avez un objectif prioritaire, un objectif principal, c'est d'être noté sur 20. Quand vous rédigez un commentaire d'arrêt ou une dissertation, quelle que soit la qualité de votre commentaire d'arrêt ou quelle que soit la qualité de votre dissertation, vous allez être noté sur 20. La difficulté pour le cas pratique, c'est que le correcteur a un barème et que si vous n'identifiez pas toutes les questions, vous n'allez pas être noté sur 20, mais vous allez être noté sur 8, sur 11 ou sur 13. Ce qui veut dire que même une excellente copie peut ne pas atteindre la moyenne. Donc pour être noté sur 20, il faut d'abord identifier toutes les questions. Et j'ajoute qu'il faut n'identifier rien que les questions. Pourquoi? Parce que si vous identifiez une question qui ne se pose pas, qui ne se trouve pas dans le barème, dans le barème du correcteur, eh bien, vous allez faire de très longs développements qui seront notés sur 0, malheureusement, et donc vous allez perdre du temps inutilement. Or, la gestion du temps est une véritable difficulté en matière de cas pratiques. Qu'est-ce que le cas pratique? Le cas pratique, c'est un travail qui correspond à l'activité quotidienne de l'avocat. Et de ce point de vue, c'est l'épreuve finalement reine de l'examen d'entrée au CRFPA, puisque l'examen d'entrée, c'est à la fois votre dernier examen universitaire et votre premier examen professionnel. Il s'agit de trouver une solution juridique à un problème concret. Et finalement, si on devait résumer le cas pratique, ça n'est qu'une suite de syllogismes juridiques. Qu'est-ce que ce n'est pas le cas pratique? Ce n'est pas une dissertation, évidemment, encore moins une récitation de cours, de jurisprudence ou de doctrine, et ça n'est pas non plus l'élaboration d'une stratégie de défense. Ce qui signifie que si on vous demande, dans le cas d'un cas pratique, de conseiller Monsieur X ou Madame Y, vous devrez résoudre le cas pratique de manière tout aussi objective que si on ne vous pose aucune question. Il ne s'agit pas à ce stade d'élaborer une stratégie de défense. Quels sont vos outils de travail pour résoudre le cas pratique? Du plus important au moins important. Les textes de loi, bien sûr. Bon, les textes de loi, on pourrait ajouter la Convention européenne des droits de l'homme, donc pas seulement les lois au sens strict du terme. En priorité, c'est le code pénal. Ce sera aussi le code du travail, le droit pénal du travail fait partie du programme de l'examen. Et puis le code de procédure pénale dans lequel se trouve la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont les arrêts de principe. Puis c'est le reste de la jurisprudence, et notamment la jurisprudence récente. Très rarement la doctrine. Vous n'aurez quasiment jamais besoin d'utiliser la doctrine pour résoudre un cas pratique. La question qui se pose en matière pénale sera de façon quasi exclusive: quelle est la responsabilité pénale de Monsieur X? Quelle est la responsabilité pénale de Madame Y? Pour résoudre le cas pratique, je vous propose 4 étapes. La première consistera à s'intéresser aux protagonistes, la deuxième aux qualifications, la troisième au plan de votre copie, et puis la quatrième, c'est le raisonnement dans les sous-parties, et je vous expliquerai comment suivre un raisonnement logique. Première étape, identifier les protagonistes. Il est absolument certain que si vous oubliez un ou plusieurs protagonistes, vous allez perdre de nombreux points parce que vous allez oublier des questions juridiques et des développements qui pourtant feront l'objet d'une notation dans le barème du correcteur. Donc il faut identifier tous les protagonistes, les personnes physiques, les personnes morales. N'oubliez pas que les personnes morales peuvent aussi être responsables pénalement. Il faut identifier les auteurs d'infractions auxquels on va principalement s'intéresser, mais aussi les victimes, parce que des éléments des victimes, des éléments caractéristiques des victimes peuvent modifier une circonstance aggravante, par exemple. Et une fois que vous avez identifié l'intégralité des protagonistes, vous devez établir leur biographie. Voilà le tableau
que je vous propose pour établir la biographie des protagonistes. Alors le tableau va vous sembler un peu long, mais en réalité, vous pouvez même ne pas faire de tableau sur votre brouillon parce que vous n'aurez pas l'intégralité des éléments de biographie, vous en aurez quelques-uns qu'il faudra identifier. Dans les éléments de biographie des protagonistes, il va falloir vous intéresser éventuellement à la nationalité. Si on vous explique qu'un des protagonistes est de nationalité étrangère, va peut-être se poser la question de l'application de la loi pénale française. Vous vous intéresserez aussi à l'état de santé du protagoniste. Si c'est un malade mental, eh bien, c'est peut-être que le rédacteur du sujet veut que vous fassiez un développement sur la question du discernement et de son abolition ou de son altération. Est-ce que le protagoniste est infirme? Est-ce qu'il s'agit d'une femme enceinte? Dans ce cas-là, peut-être que s'il s'agit de la victime, va se poser la question de la circonstance aggravante de la personne particulièrement vulnérable. Est-ce que le protagoniste a des addictions? Là encore, c'est peut-être une façon de vous faire comprendre qu'il faudra des développements sur l'état d'ivresse ou l'emprise de stupéfiants. Est-ce que le protagoniste a été blessé? A-t-il des jours d'incapacité totale de travail, d'ITT, ou une infirmité permanente? Vous allez aussi vous intéresser à la situation de famille du protagoniste. S'agit-il du père ou de la mère de la victime? Ou à l'inverse, s'agit-il de l'enfant de la victime? Dans ces cas-là, il y aura les circonstances aggravantes correspondantes. De même si l'auteur est le conjoint ou l'ex de la victime. Vous allez vous intéresser également à la profession ou à la fonction du protagoniste. S'il s'agit d'un policier ou d'un gendarme, eh bien, il y aura la circonstance aggravante, qu'il soit auteur ou victime d'ailleurs. Il y aura la circonstance aggravante de personne dépositaire de l'autorité publique. S'il s'agit d'un gérant de société, va se poser la question éventuellement de la responsabilité pénale de la personne morale, donc de la société gérée par ce dirigeant, et puis la qualité de l'auteur de l'infraction peut aussi modifier l'infraction applicable et vous permettre de réaliser un choix entre l'abus de confiance et l'abus de biens sociaux. Il y a aussi un grand nombre de circonstances aggravantes qui sont liées à la qualité de la victime ou de l'auteur, s'il s'agit d'un enseignant, d'un agent de réseau de transport, d'un magistrat, d'un avocat, d'un gardien d'immeuble, d'un juré, d'un témoin, d'une partie civile. Vous allez aussi vous intéresser aux caractéristiques du protagoniste, à sa couleur de peau, sa religion, son orientation sexuelle, parce qu'il se peut que si ces éléments vous sont donnés dans le cas pratique, eh bien, il se peut que ce ne soit pas anodin et il se peut que ce soit parce qu'on veut vous faire traiter de la circonstance aggravante correspondante. Vous allez aussi vous intéresser à sa situation concrète au moment des faits. Était-il au volant d'un véhicule? Était-il en présence de un ou plusieurs autres individus? Si c'est le cas, s'il est en présence d'autres individus, bien, on va sans doute se poser la question de la complicité, de la coaction, de la circonstance aggravante de réunion ou même de la notion de bande organisée. Et vous allez vous intéresser enfin à son passé judiciaire. Est-ce qu'on vous donne des éléments sur son passé judiciaire? Est-ce qu'il a déjà commis par le passé, ce protagoniste, la même infraction ou une infraction assimilée? Auquel cas, vous allez vous poser la question de l'état de récidive. Est-ce qu'il a déjà été condamné tout court, même à une autre infraction? Auquel cas, va se poser la question de la pénalité et de la possibilité ou non pour la juridiction de jugement de prononcer un sursis avec mise à l'épreuve. Voilà, ça paraît un peu long, mais en réalité, cette première étape, elle ne sera pas si longue que ça sur votre brouillon parce qu'encore une fois, vous n'aurez pas tous les éléments que je viens d'indiquer pour chacun des protagonistes, mais seulement certains d'entre eux. Deuxième étape, une fois que vous avez identifié les protagonistes, il faut lister les qualifications envisageables. Il faut déterminer, selon les faits qui vous sont proposés, quelles sont les qualifications envisageables pour chacun de ces faits. Il peut y avoir plusieurs qualifications dans deux situations. Soit parce qu'un des protagonistes a commis plusieurs infractions,
soit parce qu'il existe une hésitation entre plusieurs qualifications pour un même fait, et que l'hésitation est tellement réelle qu'il vous faudra traiter plusieurs qualifications et envisager plusieurs qualifications dans le corps de votre copie. Et alors là, vous allez établir un plan à 2 colonnes avec d'un côté les protagonistes et de l'autre les qualifications juridiques possibles. Vous pouvez mettre aussi dans les qualifications juridiques possibles, entre parenthèses, la difficulté, le problème précis qui va se poser, la question juridique précise. Je vous donne un exemple ici de tableau que vous pourriez réaliser sur votre brouillon. Vous avez 3 protagonistes et puis pour chacun des protagonistes, on s'intéresse aux faits qui peuvent leur être reprochés. Alors Pierre a-t-il commis un meurtre ou des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner? La différence étant que dans un cas, on a l'intention de tuer et dans l'autre, on n'a pas l'intention de tuer. Donc le problème qui va se poser, si Pierre a provoqué la mort de sa victime, c'est de savoir s'il avait l'intention ou non de tuer. On va aussi se poser la question du viol qu'on peut reprocher à Pierre. Et si vous identifiez que la difficulté une difficulté se pose sur l'élément matériel, dès lors qu'il y a un doute sur la question de la pénétration, vous allez envisager d'autres qualifications comme l'agression sexuelle ou la tentative de viol. S'agissant de Paul et de Jacques, ils ont commis la même infraction, un vol en réunion, et ils ont commis cette infraction à proximité de leur lycée. Alors la question qui va se poser, c'est de savoir s'ils étaient suffisamment proches de leur lycée pour considérer que doit s'appliquer la circonstance aggravante relative aux établissements d'enseignement, aux infractions commises à proximité des établissements d'enseignement. Voilà le genre de tableau que vous pouvez réaliser sur votre brouillon. Troisième étape, il faut établir le plan de votre copie. En droit pénal, c'est pas très compliqué. Il y a 2 plans types. Il peut y en avoir un troisième qui serait un mix entre le premier et le deuxième, mais il n'y a pas énormément de plans possibles. Le premier plan va consister à traiter dans les parties, dans les grandes parties, la responsabilité pénale de chacun des protagonistes et en sous-partie, les qualifications applicables aux protagonistes concernés. Par exemple, dans le tableau que je vous montrais tout à l'heure, pour Pierre, vous allez traiter en grand 1 la responsabilité de Pierre, en grand A la question de la qualification de meurtre, en grand B la question de la qualification de viol. Le deuxième plan possible, c'est l'inverse. C'est un plan qui sera particulièrement applicable aux infractions commises en groupe. Vous allez vous intéresser dans les grandes parties aux qualifications pénales envisageables et dans les sous-parties à la situation spécifique de chacun des protagonistes. Dans le tableau que je vous montrais, ce serait une partie générale sur le vol en réunion, en grand 1, et puis en A et B, la responsabilité pénale de Paul, la responsabilité pénale de Jacques. Peut-être que cette responsabilité va varier parce que Paul est mineur alors que Jacques est majeur, ou parce que Jacques est un aliéné mental alors que Paul est tout à fait sain d'esprit. Voilà le type de plan que vous pouvez élaborer pour votre copie. Quatrième étape, suivez dans votre raisonnement pour la rédaction du cas pratique, de la résolution du cas pratique, un raisonnement logique. Suivre un raisonnement logique, d'abord ça veut dire de ne pas traiter les questions qui ne se posent pas. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, si vous traitez une question qui ne se pose pas, vous allez peut-être utiliser 1, 2, 3 pages pour une question qui sera notée sur 0. Ça signifie que si vous n'avez aucune indication s'agissant d'un protagoniste sur son passé judiciaire, ça ne sert à rien d'envisager la possibilité qu'il soit en état de récidive légale. De même, si vous n'avez aucune indication sur l'état mental d'un protagoniste, même si l'infraction commise vous paraît un peu débile, ce n'est pas la peine d'envisager la question de l'altération ou de l'abolition du discernement. Il faut aussi que vous appreniez, en lisant le cas pratique, à repérer les intentions
du rédacteur du sujet. Par exemple, s'il y a des indications de date, ça veut sans doute dire que le rédacteur veut vous poser des questions sur l'application de la loi dans le temps, sur le principe de non-rétroactivité, éventuellement si ces dates correspondent à des condamnations sur les peines applicables, notamment le sursis avec mise à l'épreuve, sur l'état de récidive légale. De même, si vous avez des indications de lieu à l'étranger, c'est peut-être que se pose une question d'application de la loi dans l'espace. Ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, ces éléments doivent attirer votre attention. Il faut également que vous acheviez le raisonnement au moment opportun. Et ce sera, je vous le montrerai dans le dernier tableau que je veux vous présenter. Ça veut dire quoi, achever le raisonnement au moment opportun? Ça veut dire que si vous envisagez une qualification pour un protagoniste en particulier, et que il se trouve que les éléments constitutifs ne sont pas réunis, le raisonnement doit s'achever ici. Même si la personne est altérée ou abolie, si la personne a une abolition du discernement, peu importe, vous n'avez pas à traiter la question de l'abolition du discernement, puisqu'on n'a pas besoin de savoir si est responsable pénalement ou est irresponsable pénalement quelqu'un qui n'a commis aucune infraction pénale. De la même manière, autre exemple, si vous concluez sans aucun doute possible à l'abolition du discernement, la solution pour le protagoniste que vous étudiez, ce sera qu'il est irresponsable pénalement. Et par conséquent, ce n'est pas la peine d'étudier les peines encourues par quelqu'un qui est irresponsable pénalement et qui donc ne sera condamné, quoi qu'il arrive, à aucune peine. Enfin, donner à chaque question juridique les développements qu'elle mérite. Par exemple, si vous avez un cas pratique dans lequel on vous explique qu'un protagoniste se balade avec une valise bourrée de stupéfiants et que ce faisant interpeller, le protagoniste dit oui, c'était bien ma valise, oui, j'étais bien en train de la transporter, mais je ne savais pas qu'il y avait de la drogue à l'intérieur de la valise. Là, vous allez suivre le raisonnement logique en matière de stupéfiants comme en toute matière, c'est-à-dire que vous allez présenter l'élément légal de la détention et du transport de stupéfiants, l'élément moral, l'élément matériel. Et vous voyez bien que dans le cas que je viens de vous indiquer, la défense de ce protagoniste est de dire, si on la traduit juridiquement, oui, l'élément moral est constitué, l'élément matériel, pardon, est constitué, parce que c'est ma valise, parce qu'il y avait bien de la drogue dedans, mais je n'avais pas l'intention de le faire parce que je ne savais pas qu'il y avait de la drogue dedans. Donc sans doute que le développement sur l'élément moral sera un peu plus long que le développement sur l'élément matériel. Voici le cheminement logique que je vous propose et qui n'est pas applicable à l'intégralité des problèmes ou des situations que vous aurez à traiter, mais qui s'applique à pas mal d'entre elles. D'abord, vous allez rappeler synthétiquement les faits dans votre cas pratique et ça va vous conduire à envisager une qualification pénale. Peut-être, deuxième étape, que va se poser la question de l'application de la loi pénale française. Si la question ne se pose pas du tout, évidemment, vous ne traitez absolument pas cette deuxième étape. Troisième étape, l'infraction pénale est-elle caractérisée ? Est-ce que sont réunis les éléments légaux, matériels ou moraux? Quatrième étape, s'agit-il d'une tentative d'infraction? Cinquième étape, le protagoniste est-il auteur ou complice de l'infraction? Là encore, pour ces deux dernières étapes, si la question ne se pose pas, il n'est pas question d'aller envisager ces notions. Mais si la question se pose, ça fait partie du cheminement logique. Sixième étape, existe-t-il une cause d'irresponsabilité, cause de non-imputabilité ou fait justificatif? Ça peut être le fait que la personne ait vu son discernement aboli, ça peut être l'état de légitime défense, et comme je vous le disais tout à l'heure, cette étape est nécessairement antérieure à l'étape sur les peines encourues, puisque si vous concluez à l'irresponsabilité pénale de votre protagoniste, eh bien votre raisonnement va s'arrêter à l'étape numéro 6 et vous n'aurez pas besoin d'aller plus loin. Si en revanche il y a
une possibilité de responsabilité pénale, vous allez aller à l'étape numéro 7. Quelles sont les peines encourues par le code pénal ou tel texte spécifique? Question numéro 9. Étape numéro 9, est-ce qu'il existe une cause de diminution de la peine? Bon, principalement, c'est le cas lorsque l'auteur de l'infraction est mineur. C'est le cas aussi en cas d'altération du discernement. 10e étape, si vous avez des éléments sur le passé judiciaire de votre protagoniste, est-ce qu'il est en état de récidive? 11e étape, si plusieurs infractions sont en concours, quelles sont les peines encourues? Donc là, vous allez appliquer les règles du concours d'infraction. Ce sera le cas dans l'exemple qu'on a donné avant sur Pierre, s'il a commis un meurtre et un viol, eh bien, va se poser la question du concours d'infraction et donc des peines encourues. Et puis, 12e étape, existe-t-il une cause d'extinction de la peine? Une amnistie, par exemple. C'est la 12e étape, on aurait pu la mettre à un autre endroit, parce que si on vous dit dans le cas pratique que a été décidée une amnistie sur tous les meurtres commis entre 2000 et 2015 et que votre protagoniste a manifestement commis un meurtre en 2014, finalement, ça sert à rien d'aller plus loin dans le développement. Donc voilà quelles étaient les étapes que vous pouvez suivre. Alors c'est un cadre qui doit vous aider à résoudre votre cas pratique, mais évidemment, il faut l'appliquer avec discernement et avec intelligence, c'est-à-dire l'adapter à telle ou telle situation pratique.